Coucou toi, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Pia et tu écoutes Utopia le podcast. Aujourd'hui, on se retrouve dans le deuxième épisode d'Utopia le podcast et on va parler de ce que m'a fait réaliser mon corps pendant l'adolescence. Comme dans l'épisode précédent, je vais faire un point de contexte de cette période de ma vie. Mais voilà, mon adolescence a été marquée par un événement majeur qui est la séparation de mes parents. Donc cet événement s'est produit pendant que j'étais au collège et ça m'a énormément impactée, je pense, comme à peu près toutes les personnes qui ont vécu à un âge où ils avaient conscience de ce qui s'est passé dans leur famille. Et c'est du coup, suite à cet événement, que je me suis totalement renfermée sur moi. Je me suis mis des barrières, mais tellement hautes. Je faisais plus rentrer personne dans ma vie. Mais paradoxalement, j'étais très entourée comme j'ai jamais été entourée dans ma vie. Tout simplement parce que je me donnais un genre, je portais un masque, j'essayais d'être aimée le plus possible, du plus de gens possible. Chose à ne pas reproduire, s'il vous plaît, si vous êtes un ado en pleine construction, s'il vous plaît, ne faites pas ça. C'est également à cette période que les problèmes de santé mentale se sont manifestés et que j'ai commencé à avoir mes premières crises d'angoisse, crises de tétanie, etc. Je parlerai dans d'autres épisodes de la santé mentale parce que c'est vraiment un sujet qui me tient extrêmement à cœur. C'est donc ces crises d'angoisse et ces crises en général qui ont remplacé les entorses que je me faisais. La transition s'est faite vraiment, littéralement, en même temps que la transition de statut familial s'est produite. Vraiment, c'était presque parfaitement, chronologiquement en même temps. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est une crise d'angoisse, c'est un trouble anxieux qui se manifeste par la peur intense et soudaine, accompagnée de symptômes physiques tels que de palpitations, transpiration, tremblements, nausées, vertiges, etc. Les causes de la crise d'angoisse sont multiples et peuvent être liées à des facteurs génétiques, environnementaux et psychologiques. Donc, concrètement, les symptômes d'une crise d'angoisse sont propres à chacun et ils peuvent également différer chez la même personne d'une crise d'angoisse à une autre. Ce qui a été mon cas. À un moment, j'ai fait une crise d'angoisse. J'ai cru que j'allais mourir. Le personnel du collège, parce qu'en l'occurrence, ça s'est passé au collège, savait que j'étais sujette aux crises d'angoisse et m'ont dit « Pia, il y a de grandes chances que ça soit une crise d'angoisse. On va faire les exercices pour te soulager, etc. » J'étais là, têtue comme une bourrique, à leur dire que ce n'était pas une crise d'angoisse. Ils ont dû appeler ma mère, parce qu'eux aussi, ils ont commencé à s'inquiéter. Ma mère est venue me chercher, alors que ma mère ne venait jamais me chercher à l'école quand j'avais des problèmes de santé. Et il y a un médecin qui est venu en urgence chez nous pour finalement nous dire que c'était une crise d'angoisse. Voilà. Donc pour vous dire que vraiment les symptômes sont multiples et peuvent différer d'une personne à l'autre, d'une situation à l'autre, d'une crise d'angoisse à l'autre. Et comme si c'était pas suffisant, mon corps crée des crises de tétanie. C'est des crises que j'ai eues pendant une certaine période au collège. Heureusement, j'en ai pas eu depuis et je touche du bois de ne pas en avoir de nouveau parce que c'est très, très, très intense. Bon, comme les crises d'angoisse, mais c'est vraiment un moment de paralysie d'une partie de ton corps. Et en fait, tu peux rien faire à part attendre. C'est-à-dire que t'es dans un état classique, tu pleures pas, t'es pas spécialement anxieux, angoissé, etc. Mais ton corps dit stop. Et vraiment, il dit stop parce qu'il s'arrête. Vraiment, littéralement, il s'arrête. Donc la tétanie, c'est un syndrome
et un état pathologique caractérisé par de longues contractions involontaires de certains muscles. Cet état est rarement permanent et plus souvent périodique. C'est donc des crises de tétanie. Et donc, dans mon cas, c'était de la spasmophilie. Et c'était bien relou parce que, comme ça, d'un coup, mes muscles se contractaient sur toute la partie droite de mon corps, de mon épaule à ma jambe, enfin à ma cheville. Et je ne pouvais plus rien faire. Toutes mes crises de tétanie se sont produites quand j'étais en cours au collège. Donc, je peux vous dire que ne plus pouvoir écrire d'un coup et ne plus pouvoir avoir sa jambe pliée dans un contexte où tu es assis et où tu dois écrire, c'est assez relou, surtout quand tu dois expliquer ce qui t'arrive à ton prof sans passer pour quelqu'un d'anormal, quoi. C'était assez relou, surtout que vraiment, pour vous donner une image, c'est comme une paralysie, quoi. C'est une paralysie momentanée et on ne peut rien faire à part attendre. Je peux vous assurer que mon niveau d'impuissance durant ces crises était assez élevé. Vraiment, je l'ai très mal vécu et je ne souhaite à personne de vivre ce genre de crise. Les crises d'angoisse également, mais c'est plus répandu que les crises de tétanie. Et en fait, les crises de tétanie sont liées à l'angoisse, à l'anxiété. Évidemment, les crises, c'était pas suffisant pour mon corps pour faire passer le message, puisque visiblement, les crises d'angoisse, je vivais avec. Pour vous dire, elles étaient extrêmement récurrentes. C'est-à-dire que pendant une période, quand elles sont arrivées, je faisais au moins une crise d'angoisse par semaine. Et je peux vous dire que c'est extrêmement intense si vous l'avez jamais vécu, si vous avez jamais vécu de crise d'angoisse à répétition, je peux vous dire que c'est extrêmement intense. Pour vous dire, tous les médecins, les psys, etc. que j'ai rencontrés dans ma vie m'ont toujours affirmé que j'allais avoir des crises d'angoisse toute ma vie, tellement mes crises d'angoisse et mes crises en général étaient intenses et récurrentes. Voilà. Aujourd'hui, je n'en fais plus tant que ça et je touche du bois pour plus en faire beaucoup dans ma vie, mais voilà, je sais qu'à tout moment, ça peut débarquer. Évidemment, je ne faisais pas seulement des crises, c'est aussi à cette période-là que les premières migraines dont je me souviens et qui ont été très récurrentes ont débarqué dans ma vie. Et les migraines, contrairement aux crises de manière générale, m'ont poursuivi et me poursuivent encore aujourd'hui. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est la plus grande douleur que j'ai jamais vécue de ma life. Et je pense que tous les migraineux seront d'accord avec moi, mais là n'est pas le sujet. On ne va pas commencer à se flageoler et à faire le concours de qui a la plus grande souffrance. Je touche du bois, je suis quand même en très bonne santé. Donc une migraine, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est une migraine, parce que je tiens à le rappeler, une migraine est très différente d'un simple mal de tête. La migraine se traduit par des maux de tête particuliers qui peuvent durer quelques heures à quelques jours. Elle est due à une excitabilité neuronale anormale et peut avoir un retentissement sur la qualité de vie. Étymologiquement, le mot migraine signifie mi-crâne. Les douleurs récurrentes et très intenses se manifestent d'un seul côté de la tête. Ces symptômes, entre guillemets, je ne sais pas si c'est le terme adéquat, ont pour même source l'angoisse. L'angoisse, c'est différent de l'anxiété. C'est des termes liés mais différents. L'anxiété, c'est un sentiment d'inquiétude latent, chronique et essentiellement psychologique, tandis que l'angoisse est ponctuelle, se manifeste surtout physiquement et correspond à un pic d'anxiété, à une crise manifestant un excès de peur. Voilà, la définition est assez parlante. J'ai pas besoin de m'étaler plus sur ça. Tout ce que mon corps voulait me dire, c'est Pia, tu as peur. Tu es dans une situation de peur que tu ne contrôles pas. Il faut que tu t'attardes sur ces peurs et que tu
règle cette envie et ce besoin de contrôler parce que, en fait, il me montrait simplement qu'il y a des choses que je ne peux pas contrôler et les premières sont mes peurs. Depuis que je m'intéresse au développement personnel et à la spiritualité, j'ai lu quelques livres, je vais pas dire pas mal puisque je suis pas une grande lectrice, mais j'ai lu des livres qui m'ont permis de comprendre pourquoi mon corps réagissait comme ça pendant mon adolescence. En développement personnel, il y a un livre extrêmement connu, c'est Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même de Lise Bourbeau. Et s'il y a bien un livre que je vous conseille de lire en développement personnel, c'est bien celui-ci. Donc, elle parle des 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Merci Pia, c'est le titre. Et je pense que même si vous ne vous intéressez pas particulièrement au développement personnel, vous connaissez ces blessures parce qu'en fait, on en parle quotidiennement. Voilà. La blessure de l'abandon, la trahison, c'est les plus connues et celles dont on parle le plus régulièrement. Mais il y a également la blessure du rejet, de l'humiliation et de l'injustice. Je vous invite vraiment à lire ce livre pour que vous puissiez comprendre aussi quelles sont vos blessures à vous. Parce que, donc elle explique dans le livre que chacun d'entre nous possède 2 à 3 de ces blessures qui sont plus ou moins développées chez chaque individu. Il y en a une qui prime et les autres sont sous-jacentes. C'est pour ça que on réalise pas tout à fait toutes les blessures qu'on a avant de lire le livre. Du coup, dans ce livre, elle explique que les personnes qui souffrent de la blessure d'abandon sont caractérisées par le masque du dépendant et que ces personnes, donc les dépendants, souffrent de migraines lorsqu'elles s'empêchent d'être elles-mêmes. Donc si vous vous rappelez bien de ce que j'ai dit en début d'épisode, ça a vraiment été mon cas au moment où j'ai commencé à souffrir de migraines parce que j'étais dans une situation familiale où j'ai dû prendre un nouveau rôle qui n'était pas celui de fille. Je pense que le terme dû, c'est pas le bon terme, mais c'est ce que j'ai ressenti à ce moment-là. J'ai ressenti l'obligation d'être là pour ma mère. Je pense que c'est assez naturel puisque tout simplement je vivais avec elle et que je l'ai vue mal et en même temps je devais être là pour mon père parce que tout simplement il me le réclamait. Et c'est pas la seule à parler de la signification de ces migraines. Natacha, je vais écorcher le nom, je suis désolée, Calestrémé, dans son livre La clé de votre énergie, explique également la signification des migraines qui, selon elle, aurait un rapport avec l'impression de revivre une menace ou de ne plus se sentir en sécurité. Et c'est à ce moment précis qu'on rentre dans le vif du sujet. Je rappelle que ce n'est pas le cas de tout le monde, de tous les migraineux, mais moi, mes migraines étaient liées à mon stress et à mon anxiété. D'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit, mais durant cette période, je suis allée voir beaucoup de médecins généralistes, spécialisés et psychiatres, psychologues. Et j'ai été diagnostiquée d'un trouble anxieux généralisé. C'est comme ça que ça s'appelle, un TAG. Je trouve ça un peu stylé. Bon, moi à vivre, mais donc pour revenir à mes très chères migraines, les migraines, je les avais principalement à l'école, donc au collège et au lycée. Et au collège, lors de ma première relation amoureuse, contexte de ma première relation amoureuse, je suis sortie avec un garçon pendant toute l'année de 5e, juste après la séparation de mes parents. Et je pense avec du recul que inconsciemment, j'avais besoin de remplir ce vide émotionnel que m'a laissé cette rupture. Vous allez me dire, Pia, c'était pas ta rupture ? C'était pas ma rupture, mais je l'ai pas fait consciemment.
il faut pas s'en vouloir et il faut apprendre de ses erreurs. Après, je vais pas dire que cette relation était une erreur parce que c'était un de mes meilleurs amis et je l'aimais, quoi. Enfin, tout simplement, j'étais amoureuse de lui. Donc en soi, je suis très contente d'avoir vécu cette expérience avec lui. Les raisons de pourquoi je me suis inconsciemment mis avec lui n'étaient pas les bonnes, mais les raisons conscientes pour lesquelles je me suis mis avec cette personne étaient les bonnes. Et c'est là que ça devient compliqué. Parce que on se rend compte que une fois qu'on est dans la relation, il y a beaucoup de traumas qui refont surface. Et en l'occurrence, moi, j'étais du coup dans une période où je n'avais absolument pas confiance en moi et où ma confiance dépendait de cette relation. Et c'est là qu'on se rend compte et qu'on comprend ce que je viens de dire, c'est que c'était pas la meilleure idée du siècle. Évidemment, la personne avec qui j'étais en couple n'est pas du tout et n'a jamais été et ne le sera jamais responsable de ça, puisque c'est moi qui me suis foutue dans son propre pétrin. Enfin, voilà. Et je trouve que c'est bien, avec le recul, d'arriver à assumer que dans certaines relations, en fait, le problème, c'était vous. Je dis pas que vous avez été le problème, hein, mais moi, je dis simplement que dans cette relation, le problème, c'était moi. Et quand j'étais dans cette relation, pour moi, le problème, c'était pas moi. C'était mon environnement, les gens autour de la relation. Et pendant des années, vous pouvez demander à mes potes, pendant des années, j'ai rejeté la faute sur nos amis en commun, sur lui, le pauvre. Désolé encore. Je dis désolé encore alors que je lui ai jamais dit désolé. Je pense qu'il n'écoutera pas ce podcast, mais désolé. Je me suis mis avec cette personne parce que c'était la seule personne qui avait été là pour moi au moment où mes parents se sont séparés. C'est-à-dire que ça a été déjà la première personne en dehors de ma famille à être au courant que mes parents étaient séparés. Et je l'appelais au moment où mes parents se sont séparés. J'étais avec mon père et c'est mon père du coup qui me l'a annoncé. Et j'étais du coup pas en France, pas avec ma mère. Et ce garçon, et quand je vous dis qu'il a été là pour moi, c'est qu'il a été là pour moi tous les jours. On était au téléphone, je passais mes journées entières en vacances d'été au téléphone, Skype, à l'ancienne Skype avec lui. Et il m'a remonté le moral comme peu de personnes m'ont remonté le moral dans ma vie. Et je suis très reconnaissante de l'avoir eu à ce moment-là de ma vie. Parce que mine de rien, il a eu quand même les épaules d'être là pour moi. Parce que c'était vraiment une période où j'étais extrêmement mal. Et je pense que du coup, c'est pour ça que je dis que la relation n'était pas le meilleur plan. Parce que je pense que je lui ai fait énormément de mal, si c'est le terme adéquat, je sais pas. Mais j'étais hystérique, j'étais jalouse, je faisais des d'angoisse à répétition et en fait, il s'est occupé de moi. Voilà, c'est ça le terme, c'est que pendant toute la relation, il s'est occupé de moi. J'ai été en quelque sorte toxique parce que j'ai projeté mes peurs inconscientes sur lui. Et après, je trouve que c'est assez humain de faire ça quand tu es dans un état de conscience peu développé et d'inconscience extrême et que tu souffres, parce que j'étais dans une période où je souffrais énormément de ma situation familiale. Et c'est pour ça que je dis que c'était pas la bonne idée de me mettre en couple à cette période-là, parce que j'avais moi des choses à régler avec moi, mon amour-propre, ma famille. Et en fait, c'est comme si inconsciemment, je m'étais mise en couple pour remettre en couple mes parents. Je sais que c'est extrêmement bizarre à dire, mais c'est peut-être le cas. En fait, c'est peut-être que inconsciemment, en fait, mes parents étaient plus en couple, donc il fallait que dans mon environnement direct, j'ai un couple. Sauf que c'est pas pour ça qu'il fallait se mettre en couple, ma chérie. Et donc, comme je l'ai dit, durant cette relation, j'ai été extrêmement jalouse d'une personne en particulier dont je tairai le nom. C'était une fille en l'occurrence. Et quand je vous dis que j'étais jalouse, c'est que à 12 ans, je ne sais pas comment c'est possible d'être aussi jalouse et d'avoir des réactions si disproportionnées pour des événements si minimes. Et c'est surtout qu'à l'époque, j'étais extrêmement amie avec cette personne.
et que je me retrouvais beaucoup en elle. On avait beaucoup, beaucoup de points en commun. Et donc, je me voyais en elle. Et comme j'avais très, très, très peu confiance en elle, évidemment, je la trouvais meilleure que moi. Je me comparais beaucoup à elle. Et du coup, dès que j'interprétais leur amitié, parce que finalement, c'était que de l'amitié qu'il y avait entre eux, dès que je voyais des choses qui me déplaisaient, je me disais, c'est bon, il a trouvé mieux. Alors que pas du tout, ma chérie, vraiment pas du tout. Aucune des deux personnes n'est intéressée l'une par l'autre. Vraiment, calme-toi. Vraiment, calme-toi. Donc, la manifestation des migraines voulait simplement signifier que j'avais peur de revivre une menace. Et cette menace, c'est la rupture. Donc, j'avais peur simplement de revivre un sentiment similaire à la rupture de mes parents. Les crises d'angoisse, j'en faisais énormément à cette époque, étaient simplement le reflet de la peur et de la menace qu'était le fait que ce garçon avait la possibilité et le pouvoir de m'abandonner. Donc, moi, je vivais cette relation extrêmement mal, même s'il y a eu beaucoup de côtés positifs, on ne le retirera pas. C'est que moi, avec moi-même, cette relation faisait vivre continuellement mes plus grandes peurs, mes plus grandes frayeurs, et des peurs et des frayeurs qui étaient nouvelles pour moi aussi. Et je tiens à clarifier aussi les choses, c'est que le garçon avec lequel j'étais n'y était absolument pour rien. Il n'a jamais eu de comportement qui le mettait en porte-à-faux. Voilà, il n'a jamais été fautif dans l'histoire. Voilà, hein, c'était vraiment uniquement, mais uniquement des constructions mentales. Et mon corps me disait tout simplement, ma chérie, tu as des blessures, tu as une peur de l'abandon qui te suit depuis ta naissance. Il serait peut-être temps de, prendre confiance en toi, de ne pas dépendre d'arrêter de penser que ta qualité et ta valeur en tant que personne dépend de l'amour de quelqu'un et encore plus de l'amour d'un homme. Et pour du coup revenir enfin et terminer l'épisode, mes migraines du collège au lycée et même après pendant les études supérieures se manifestaient également énormément en cours. Pour vous dire, au lycée, j'ai fait une phobie sociale, une phobie scolaire. Les profs, surtout une prof, qui me connaissait extrêmement bien et savait tous les problèmes que j'avais en dehors des cours, me voyait en cours avec mes migraines. En fait, je dormais tout simplement en cours tellement j'avais mal et tellement je souffrais de mes migraines que elle m'envoyait à l'infirmerie presque, enfin je vais pas dire presque à tous les cours parce qu'en réalité je m'en rappelle pas, mais très régulièrement. C'est-à-dire qu'elle m'autorisait à quitter son cours parce qu'elle savait qu'en fait ça ne servait strictement à rien que je sois en cours dans sa salle parce qu'en fait j'écoutais même pas, j'étais même pas en capacité d'écouter. Et donc dans ce contexte scolaire, mes migraines se manifestaient spécialement dans les contextes où mon avenir entre guillemets était en jeu et où ma réussite scolaire était en jeu. Je me suis mis une pression mais monumentale sur la réussite de mes études, jamais eu aucune facilité. Je me suis tuée au travail, au collège, je travaillais je ne sais pas combien de fois plus que les autres pour avoir les mêmes résultats, mais je suis très reconnaissante d'avoir eu cette capacité à me discipliner et à me dire que sans travail, je n'allais pas y arriver, parce que c'est le cas. C'est le cas, si j'avais pas eu une discipline au collège, j'en aurais pas eu au lycée, encore moins aux études sup, et c'est ça qui m'a sauvée et qui a fait que j'ai eu, avec tous mes problèmes et mon niveau scolaire, une scolarité pas trop dégueulasse non plus. Mais c'est là que du coup, on comprend que j'ai une angoisse, une anxiété, je dirais chronique,
par rapport à l'avenir. Je sais qu'on est beaucoup à avoir peur de l'avenir, mais moi, là, c'est plus qu'une peur, c'est vraiment une anxiété. Une anxiété, mais incroyable, et j'en 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 ai encore peur aujourd'hui, mais voilà, le terme est bien adapté, c'est que j'en ai que peur aujourd'hui. Avant, l'avenir de manière générale me terrorisait. Voilà, je savais pas ce que j'allais devenir, je sais pas si j'allais redoubler, si j'allais changer d'école, enfin voilà, je savais pas si j'allais réussir à aller dans le lycée dans lequel je voulais. Enfin, c'était vraiment une source d'anxiété, mais énorme. Et au lycée, c'était le pompon sur la Garonne, puisque je suis de la génération de l'année 2003, l'année test de la réforme du lycée. Donc, quand on me disait A, que la semaine suivante, on me disait B, je peux vous dire que mon anxiété et mes migraines étaient au premier rang, quoi. Et c'est là qu'on comprend que les migraines que j'avais dans un contexte scolaire étaient du coup liées à ce sentiment d'insécurité. C'est-à-dire que j'avais la représentation vraiment de mes migraines et de cette période-là de ma vie. J'avais l'impression d'être triste dans Divergente au moment où elle arrive dans la faction je sais plus le nom de la faction de la honte, mais où elle arrive et qu'elle doit passer le test d'entrée et qu'elle doit sauter dans le vide sans savoir ce qu'il y a en dessous. C'est littéralement le sentiment que j'avais pendant ma scolarité et ce qui a causé mes migraines. Et en fait, je m'en rendais tout simplement pas compte. En fait, au lycée, quand j'ai commencé à avoir plus conscience de moi et à m'intéresser au développement personnel et à la spiritualité, j'ai commencé à comprendre que la source de mes migraines, c'était l'anxiété par rapport à l'avenir, l'angoisse de l'avenir, de l'insécurité, de l'instabilité. Et maintenant, on travaille dessus et c'est le plus important de travailler dessus et de mettre surtout des mots dessus. Et aujourd'hui, je sais que c'est simplement ma blessure d'abandon qui est en train de parler. Et je dis simplement parce qu'en fait, ce n'est que ça. Et déjà, quand on conscientise ce fait-là, ça diminue énormément, significativement l'importance qu'on accorde à ces événements-là. Et du coup, on les accueille beaucoup plus facilement et surtout, on les accepte. Et comme je répète et je continuerai à répéter au moins 1 milliard de fois sur ce podcast, on guérit en acceptant. Les choses, elles sont telles qu'elles sont, on est tel qu'on est, mais le plus important, c'est d'avoir conscience de qui on est, de ce que l'on est, de pourquoi on est comme on est et d'accepter. C'est en acceptant qu'on va apprendre à vivre avec et à guérir. Voilà, je me suis beaucoup dispersée pendant cet épisode. J'espère quand même que vous avez réussi à suivre le cours de l'épisode. J'espère que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute pour que le podcast soit bien référencé. Tu peux également suivre le podcast sur les réseaux sociaux, TikTok et Instagram. Ils sont dans la description générale du podcast et dans la description de l'épisode. Et je te dis à la semaine prochaine. Bonne semaine.